Juste parce qu'il est arrivé en retard à une réunion et s'est fait réprimander par son supérieur, il a imaginé sortir un fusil d'assaut pour abattre ses collègues avant de retourner l'arme contre lui-même. Tout cela n'était que le fruit de son imagination, mais le fusil, lui, existait bel et bien, et il le portait sur lui chaque jour. Sous son lit, il cachait aussi toutes sortes de modèles, sans jamais trouver l'occasion de s'en servir. Enfin, ce jour-là, dans le métro, il a vu un homme occuper un siège réservé aux femmes enceintes. Il s'est approché poliment pour lui demander de céder sa place, pensant d'abord agir avec courtoisie, puis avec fermeté. Si l'homme refusait de coopérer, il pourrait alors ouvrir le sac à dos qu'il portait sur lui. Avant qu'il ne réponde, la femme enceinte refusa, prétextant descendre bientôt. Elle craignait une dispute perdue d'avance pour lui. Pourtant, ce jeune homme timide cachait un véritable démon. Dépressif, sous traitement pour son anxiété, il voyait un psy chaque semaine. Mais un événement allait bientôt libérer ses émotions refoulées. Ce jour-là, il rentra chez lui. Il s'apprêtait à réviser pour un examen, mais le couple d'à côté faisait un bruit passionné et incessant. Alors que tout semblait calme, le jeune homme s'efforçait de rester maître de lui. Au moment du repas, il vit que ses plats rangés dans le réfrigérateur commun avaient encore été volés par un collègue. Il choisit d'endurer en silence, puis alla voir l'administrateur pour se plaindre du vol et du bruit. Mais face à lui, l'administrateur n'en avait cure et se moqua même de lui. Cette remarque mit le feu aux poudres, faisant vaciller le contrôle qu'il maintenait. Il tenta de rester calme, mais son voisin, un fumeur jouant bruyamment, l'agressa violemment au lieu d'écouter ses reproches. Humilié publiquement, cet homme luttait pour contenir une colère grandissante. Plus il essayait de prendre sur lui, plus la tension montait, d'autant plus qu'il souffrait d'une grave dépression. Cette fois, il ne pouvait plus contenir sa colère. De retour dans sa chambre, il pointa un pistolet vers le voisin. Son cœur et son esprit luttaient. Il voulait tirer, mais la raison l'en empêchait. Après une lutte intérieure, la raison finit par l'emporter sur l'émotion. Après s'être calmé, il sortit ses livres pour continuer à réviser ses documents. Mais le bruit provenant du couple voisin recommença. Et cette fois-ci, il était particulièrement fort. Ce fut le déclic pour Zheng Tai. Il perdit la raison et laissa libre cours à ses émotions. Après avoir tué ses voisins, il se sentit soulagé. Mais ce n'était que le début. Le gros fumeur était sa prochaine cible. Avant, je subissais vos brimades. J'ai fini de jouer les gens normaux. J'ai tenté de discuter, vous n'avez rien écouté. Très bien, je ne fais plus semblant. Je suis un grand tueur impitoyable. Après avoir éliminé le fumeur et l'administrateur, Zheng Tai verrouilla la porte. L'homme était complètement déconcerté lorsqu'il réalisa que le client qui se tenait devant lui était probablement un violeur. Non. Il est possible qu'il ait effectivement été un violeur et qu'il ait comploté contre des femmes depuis le début. Le moment venu, il s'apprêtait à les agresser. Au moment crucial, 2 policiers sont intervenus, permettant à la femme de s'échapper. Ces agents effectuaient régulièrement des contrôles des dispositifs électroniques, ignorant que l'homme barbu était non seulement un violeur pervers, mais aussi une personne souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale sévère. Si Lidao n'était pas arrivé à temps, la vie du jeune policier aurait pris fin aujourd'hui. C'est précisément à cause de cet incident que le barbu, déjà antisocial, a choisi de s'engager sur la voie extrême de la vengeance, et sa cible n'est autre que la police. Au départ, il n'avait pas de moyen de se venger, mais ce jour-là, en rentrant chez lui, il a remarqué qu'il y avait quelqu'un de plus devant sa porte. Au sol, dans la boîte, gisaient plusieurs armes en pièces détachées. Normalement, on aurait ressenti de la peur, mais le barbu, lui, était surpris et excité. Désormais, sa vengeance pouvait enfin débuter. Ici, chaque homme fait son service militaire. Il connaît donc bien les armes. Une fois les pièces assemblées, il ne se précipita pas, mais emporta le tout en forêt. Cela faisait longtemps, et il voulait d'abord tester sa précision au tir. Dans une base d'entraînement, alors que le barbu s'entraînait, il a également commencé à pratiquer le tir à côté. Le son des tirs a complètement captivé son amour pour les armes et son désir de vengeance, ce qui l'a rendu encore plus excité. Ce n'est que plus tard dans la nuit qu'il est passé à l'action. Pour éviter d'être repéré par la police, il n'a laissé que l'étiquette électronique de localisation. Très vite, la police a retrouvé le taxi, mais à ce moment-là, il avait déjà disparu. La police a utilisé un système de localisation rapide et a envoyé des agents sur le terrain. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le barbu n'avait aucune intention de fuir. Au contraire, il a choisi une approche inattendue et s'est introduit seul dans le commissariat. Comme la plupart des policiers étaient sortis en mission, il ne restait que quelques agents dans le bâtiment. L'un d'eux, qui s'apprêtait à aller aux toilettes, est alors devenu sa première cible. Ils sont tous devenus ses premières cibles. Une fois les deux neutralisés, il réalisa que ce policier blessé était celui qui le surveillait de près. Cible prioritaire, le barbu devait pointer quotidiennement, d'où sa haine profonde pour lui.
C'est alors que le shérif et Lidao rentrèrent. Voir ensemble celui qui l'avait arrêté et l'agent ayant fait échouer ses plans arrangeait le barbu. En pleine discussion, il fit soudain feu. Selon le règlement, seul le shérif est armé, mais Lidao se rappela avoir saisi des armes récemment, désormais enfermé dans la salle d'épreuve. Ils se séparèrent. Lidao alla les chercher, pendant que le barbu faisait diversion pour permettre au shérif de mener ses hommes pour organiser la retraite. Cette fois, le barbu a pris son temps pour viser et a touché l'épaule du shérif. Le groupe se réfugie alors dans un bureau. Le barbu ne compte plus que sur Lidao, qui prépare déjà les armes aux preuves. L'image revient sur le barbu face au shérif. Remarquez que dans ces scènes de confrontation, les méchants font toujours la même erreur. Ils parlent sans arrêt au lieu de tirer. Ils font toujours de longs discours inutiles. Et chaque fois, le retournement de situation n'est jamais loin. Le shérif remet le seul pistolet à un adjoint et s'embusque dans la pièce voisine. Avec 2 balles restantes, la policière ne doit absolument pas rater sa cible. Mais son tir ne sert qu'à introduire le protagoniste, Lidao. Lidao finit enfin par arriver au bureau et touche le barbu avec une précision chirurgicale, même en tirant en marchant. Le barbu perd alors son avantage et s'inquiète. La puissance de feu est désormais équilibrée. En comparant leur adresse et leur professionnalisme, Lidao domine et écrase le barbu. Ainsi, après 10 minutes de combat, le barbu finit par se rendre. Mais lorsque Lidao s'est approché pour vérifier, le barbu avait disparu. Je suis déjà allé aussi loin, et tu penses encore que je vais me rendre? Même si je dois mourir ici aujourd'hui, j'emporterai quelques personnes avec moi. Mais le réalisateur n'a pas accepté. Au moment critique, Lidao a tiré à temps et a touché le barbu, sauvant ainsi le shérif et les autres. Et toute la scène de leur confrontation a été entièrement photographiée par un journaliste sorti de nulle part. La vidéo est diffusée en ligne. Anan voit le reportage. Loin de s'inquiéter, il ressent de l'admiration et de l'aspiration. Il cherche alors comment obtenir le BU. Lui et son ami Gros, victimes de harcèlement depuis longtemps, sont les mauviettes de l'école. Réduits à se plaindre l'un à l'autre, Anan a même envisagé de sauter d'un immeuble pour en finir avec cette vie misérable. Pour sa mère qui se démenait, elle continuait d'endurer en silence. Mais plus elle supportait, plus les harceleurs s'acharnaient, allant jusqu'à menacer la petite grosse pour qu'elle violente Anan avec eux. Cela lui fit soudain prendre conscience que s'il avait une arme, il pourrait peut-être changer ce fichu destin. Il se mit donc à chercher des informations en ligne, mais alors qu'il n'avait rien commandé, un colis arriva le lendemain. À l'intérieur de la boîte se trouvait exactement ce qu'il désirait. Une arme, certes d'un modèle ancien, mais à la puissance de feu redoutable. Fort de cette nouvelle vérité, Anan cessa d'être timide, et pour la première fois, choisit de se défendre face aux brutes de l'école qui le harcelaient. Il faut bien l'avouer, c'était incroyablement agréable. Mais l'élève en difficulté ne comptait pas le laisser s'en tirer aussi facilement et recommença à le taquiner pendant le cours. Harcelée depuis longtemps, elle ne savait pas se défendre et subissait en silence. À midi, son agresseur l'a encore humiliée en public. C'était l'habitude pour Anan. Avant, il subissait, mais cette fois, il n'en pouvait plus. Alors qu'il allait riposter, le professeur surgit. L'indifférence des témoins est parfois pire que la cruauté de l'agresseur. Xiaopang a tout vu. Après l'école, ils se retrouvent. Xiaopang admire la résistance d'Anan. Anan lui conseille alors, pour ne plus être harcelé, de ne plus tout endurer en silence. C'est le conseil d'Anan qui a finalement poussé Xiaopang à la vengeance. Le lendemain, alors que les cancres prévoyaient de le harceler, ils ont découvert que la porte de l'école était fermement cadenassée. Cela ne les a pas arrêtés. En passant par là, Anan a vu Xiaopang se faire tabasser. Il a alors tenté de se défendre, mais les cancres lui avaient déjà volé son arme. Ils s'en sont moqués, pensant qu'il ne s'agissait que d'un simple vieux jouet cassé. Ils ont braqué Anan. Soudain, un coup de feu a retenti. Xiaopang a tiré. Il s'était enfin éveillé. Après avoir réprimé ses émotions si longtemps, son explosion est dévastatrice, surtout après tant d'humiliations. Ne vous fiez pas à l'arrogance habituelle des mauvais élèves. Ils n'ont jamais vu une telle scène. Face à l'aura menaçante de Xiaopang, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est fuir. Mais ils avaient oublié que la porte était déjà verrouillée par Xiaopang. Il avait tout planifié, que ce soit les harceleurs ou les simples spectateurs, il voulait désormais leur demander des comptes. Après avoir donné une arme à Anan, il se dirigea seul vers l'entrée. Si je devais décrire cette scène en un mot, ce serait sûrement jouissif. Il a ensuite poursuivi les survivants jusqu'à la bibliothèque, car sa conviction la plus profonde était de tuer de ses propres mains ceux qui l'avaient intimidé. Son expression montrait qu'il n'avait pas complètement perdu la raison. Ayant choisi de faire preuve de clémence envers des innocents, il appréhendait rapidement le meneur des violences derrière une table.